monde, j'espère que vous allez bien. C'est Raphaël. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo lecture. Alors, comme je vous avais dit, j'ai sélectionné quelques romans que j'ai beaucoup aimés et je vais vous les présenter et vous en lire une petite partie. Sans vous spoiler. En tout cas, j'ai fait mon gros possible. Le premier, il s'agit du livre Le Sorceleur. Le Sorceleur de l'auteur Andrzej Sapkowski. Andrzej Sapkowski. Sapkowski. J'espère le dire comme il faut. Andrzej Sapkowski. Alors il s'agit, celui-là, du premier livre, Le Sorceleur. Le dernier vœu. J'ai acheté ce livre-là parce que moi j'ai connu Le Sorceleur. En fait, avec le jeu The Witcher. J'avais connu The Witcher 2. Et là, j'avais acheté le troisième aussi que j'ai adoré. Je l'ai platiné sur PS4. J'ai vraiment aimé ce jeu-là. C'était complètement dingue. Comment c'était monté avec les quêtes. C'était tellement bien écrit. Puis, même les deux DLC, c'est vraiment un jeu de grande qualité. Puis, ça m'a donné envie de lire le livre. Puis là, après, je me suis renseigné sur Internet, puis j'ai vu que, en tout cas, l'auteur, puis le développeur de The Witcher n'était pas en très bon terme et tout. Mais, en tout cas, j'étais quand même content que le jeu m'a permis de découvrir le livre, alors que c'est le livre qui est sorti en premier. Et la série aussi maintenant sur Netflix. C'est ça? Oui, sur Netflix. Donc The Witcher aussi. C'est un univers qui prend qui se multiplie sur de plus en plus de médias. Je trouve ça intéressant. Et ce qui est plaisant aussi, c'est que autant le jeu que le livre, que les livres, que la série, jusqu'à maintenant, sont bons. Alors pour ceux qui connaissent pas The Witcher ou Le Sorceleur, en fait, le personnage principal s'appelle Gérald de Rive. Gérald de Rive. Son métier, c'est sorceleur, le nom le dit. Et qu'est-ce qu'un sorceleur fait dans la vie? Eh bien, il chasse des monstres, des fantômes, bref. Tout ce qu'on peut dire qui n'est pas humain et animal. Alors, Gérald et tous les autres sorceleurs, ils ont des pouvoirs spéciaux. Ils ont subi des mutations. Ce qui fait qu'ils ont des pouvoirs surhumains pour leur permettre d'affronter les monstres auxquels ils doivent faire face. Alors, la plupart du temps, c'est des villageois qui font des demandes aux sorceleurs qui leur parlent d'événements surnaturels qui sont survenus près de leur village. Puis là, Gérald va enquêter, il va se demander bon, qu'est-ce qui se passe là. Il va poser beaucoup de questions, regarder les lieux, puis il va mener sa petite enquête pour finalement souvent aboutir sur un monstre qui puis dont il va s'occuper. Donc la majeure partie du temps, le tuer. Et ben, en résumé, c'est pas mal ça. Mais autant dans les livres que dans le jeu,
vous en dire beaucoup parce que c'est clair que je vais vous spoiler à la moindre partie de l'histoire. Alors, je vais vous en lire un petit passage, mais je vous suggère fortement de... Écoutez, il y a une série, il y a des romans, il y a un jeu vidéo, ils sont tous excellents. Donc moi je vous suggère fortement de prendre ce que vous préférez là-dedans, puis lancez-vous, vous ne serez pas déçus, ça c'est clair. À savoir par contre que pour les livres The Witcher, les premiers, c'est des aventures de Geralt. Donc c'est moins une histoire continue. Mais en même temps, il vaut mieux commencer par les premiers parce qu'ils vous permettent de cerner les personnages. Ça met la table pour la suite. Alors on est pas mal au début là. Je vous lis une petite partie. Peut-être un peu en dehors de son contexte, mais ça peut vous donner un peu l'idée d'écriture de l'auteur. De petits points noirs qui se déplaçaient sur le fond clair du ciel sillonné de bandes de brouillard attirèrent l'attention du sorceleur. Ils étaient nombreux. Les oiseaux tournoyaient en décrivant de lents cercles tranquilles, et puis piquaient tout à coup pour remonter aussitôt un grand battement d'ailes. Le sorceleur observa les oiseaux un long moment, évalua la distance et le temps qu'il présumait nécessaire pour la parcourir, et corrigea son observation en prenant en compte le relief du terrain, l'épaisseur de la forêt, la profondeur et la largeur d'un ravin dont il soupçonnait l'existence. Enfin, il écarta son manteau, resserra de 2 trous le baudrier qui lui parait la poitrine en diagonale. Le pommeau de son glaive suspendu en travers de son dos dépassait de son épaule droite. On va se rallonger un peu le chemin, Ablette, dit-il. On va quitter la route. À mon avis, ces gros oiseaux ne tournoient pas au-dessus de cet endroit, sans raison. Sa jument, bien évidemment, ne lui répondit pas, mais elle obéit à la voix familière et avança. Qui sait, peut-être que c'est un élan à terre, dit Gérald, ou autre chose, allons voir. Il y avait bel et bien un ravin à l'endroit que le sorceleur avait repéré. Il domina soudain ces frondaisons d'arbres serrés. Dans une crevasse, mais le ravin était en pente douce, le fond était sec, sans aubépine, sans vieux troncs pourrissants. Il le franchit facilement. De l'autre côté, il découvrit une forêt de bouleaux, puis une grande clairière et une lande à bruyère où des arbres cassés par le vent tendaient vers le ciel les tentacules de leurs branches et de leurs racines emmêlées. Les oiseaux, effarouchés par l'apparition du cavalier, s'envolèrent à tire-d'aile en poussant des croassements sauvages, stridents, rauques. Gérald aperçut tout de suite un premier corps, attiré par la blancheur d'un mantelet en peau de mouton et le bleu mat d'une robe qui se détachait sur les touffes de lèche jaunie. S'il ne voyait pas le deuxième cadavre, il savait où il était, la présence de trois loups qui regardaient paisiblement le cavalier assis sur leur arrière-train trahissait l'endroit où il gisait. La jument du sorceleur, ses proies, les loups, d'un même mouvement, sans bruit, sans se presser, s'enfoncèrent dans la forêt, en trottinant et en tournant leur tête triangulaire à intervalles réguliers dans la direction du nouveau venu. Gérald mit pied à terre. La femme, au mantelet blanc et à la robe bleue, n'avait plus de visage, plus de gorge, et la majeure partie de sa cuisse gauche avait disparu. Le sorceleur passa à côté d'elle sans s'arrêter. L'homme gisait le visage contre terre. Gérald ne retourna pas le corps. Là non plus, les loups et les oiseaux n'avaient pas chômé. Il n'était d'ailleurs pas nécessaire de l'examiner davantage. Un lacis noir de sang séché couvrait les épaules et le dos du pourpoint de laine. De toute évidence, l'homme était mort d'un coup qu'on lui avait asséné sur la nuque. Les loups n'avaient mis son
toujours sur des événements mystérieux qui se sont passés. Donc, souvent à partir de gens qui sont disparus ou décédés dans des circonstances étranges. Bon, j'avais oublié de vous présenter un peu, là, autant dans le jeu que sur la pochette, que sur la première de couverture. Vous voyez, en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des yeux qui ressemblent un peu à des yeux de chat. Ça, c'est dû à l'imitation. Donc, sa transformation qu'il a eue étant plus jeune. Donc, ses yeux qui lui permettent de voir vraiment loin, particulièrement bien dans le noir aussi. Donc, c'est un personnage qui a des sens très développés. Et dans le dos, c'est 2 épées. Alors, une épée d'acier et une épée d'argent. L'épée d'acier qui est pour se battre contre les humains et l'épée d'argent contre les monstres, parce que les monstres, c'est leur faiblesse, l'argent. Alors voilà pour le sorceleur. Le prochain livre que j'aimerais vous présenter, c'est aussi un jeu vidéo qui m'a donné la piqûre et qui m'a donné envie de lire le livre. Il s'agit de la série Metro. Metro. Alors celui-là, c'est Metro 2033. J'ai découvert il y a plusieurs années Metro, le jeu, sur Xbox 2033. Excusez, c'était mélangeant. J'ai découvert sur Xbox le jeu Metro 2033. Puis j'ai vraiment aimé ce jeu-là. Je trouvais que l'ambiance était folle. Vraiment, l'immersion était incroyable. Parce qu'on... En fait, je vous raconte un petit peu le scénario, là. Suite à une guerre nucléaire, il y a des radiations extrêmement fortes partout sur la planète. Et les gens ont dû se réfugier sous terre. Ce livre-là se passe à Moscou. Alors la population s'est réfugiée dans les tunnels de métro moscovites et ils ont établi des campements. Alors chaque station est rendue comme, on peut dire, un petit village. Alors vous voyez ici, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'on voyait un plan de, j'espère que vous voyez bien, un plan des tunnels de métro. Alors au fil du récit, on peut suivre son cheminement. Je trouvais ça vraiment, vraiment agréable. Alors, les gens se sont réfugiés dans les tunnels de métro et s'y sont établis, puis ne montent jamais à la surface parce que les radiations sont beaucoup trop fortes et ces radiations ont fait en sorte que s'est développé des mutants à la surface, des choses immondes. Donc, il n'y a personne qui veut monter. Les seules personnes qui montent sont les stalkers, ceux qui vont chercher des vestiges, des ressources pour agrémenter la vie plus bas. Mais c'est les seuls, ils sortent avec des grosses combinaisons armées jusqu'aux dents. Puis, quand tu montes, t'es jamais sûr de revenir. Alors, ça prend des personnes vraiment courageuses pour faire ce métier-là. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai vraiment aimé le premier jeu, Metro 2033. C'était fou. Puis, là ensuite, j'ai vu qu'il y avait sorti un deuxième, mais ça fait plusieurs années quand même. Là. Puis j'avais acheté donc Metro Last Light. J'avais vraiment aussi aimé. Mais il faut dire que le premier il était dur à battre. J'avais mieux aimé le premier que le deuxième. Mais reste que l'ambiance est folle.
juste le fait dans le jeu qu'on ait à gérer notre masque à gaz. Donc quand tu sors, tu mets ton masque à gaz, faut que tu penses à changer tes filtres parce que sur ta montre, tu vois que tes filtres s'épuisent tranquillement. Donc, faut que tu penses à toutes ces choses-là. T'as un petit briquet que tu dois allumer toi-même quand il fait trop noir. Puis, t'as aussi une lampe de poche à dynamo, donc que tu dois recharger toi-même quand on commence à s'épuiser. Vraiment, il y a des petits détails comme parfois quand tu te bats contre des mutants, juste la poussière, l'eau, le sang qui arrive dans ton masque à gaz, puis là, il y a une touche sur laquelle tu dois appuyer pour essuyer tout ça, parce que sinon tu vois littéralement rien. Puis ton masque qui peut se casser, donc les petites craques dans le masque. En tout cas, c'est beaucoup de détails. Ça peut paraître anodin, mais ça participe fortement à l'immersion des joueurs. En tout cas, moi j'ai trouvé. Puis j'ai évidemment adoré le dernier qui est sorti, donc Metro Exodus. C'était vraiment excellent. Platine pour les 3 sur PS4. Vraiment, si vous êtes le moindrement gamer, je vous conseille fortement de vous lancer dans ces jeux-là. À partir du premier, qui date un petit peu, mais vraiment ça vaut le coup. Alors après les jeux, je me suis lancé dans le livre. Et franchement, jusqu'à maintenant, je suis pas déçu. Je l'ai pas terminé, je suis rendu à la page 592 sur 850. J'ai pas l'habitude de lire des livres qui ont énormément de pages parce que normalement j'excelle dans le fait de pas les finir. Mais celui-là m'a vraiment intéressé. Et vraiment jusque-là il me tient. Puis les pages passent rapidement. J'adore. Et je vais vous lire un passage au début qui m'a marqué. Non pas parce que les événements sont marquants ou quoi que ce soit, mais le personnage décrit comment ça se déroule dans sa station. Il parle un petit peu du métro, donc comment les gens vivent, c'est quoi les stations, à quoi ça ressemble. Puis, ils parlent de leur mode de vie. Mais je trouvais que là, ça reste une traduction parce que à la base, c'est en russe. Mais je trouvais que c'était vraiment bien écrit, ça me marquait. Alors, Artyom, le personnage principal, vit dans une station qui s'appelle VDNKH et il décrit un peu sa station au début. Les habitants de VDNKH étaient fiers de ne pas se contenter de survivre dans des conditions empirant de jour en jour, mais de préserver, même si ce n'était qu'au sein de la station, la culture humaine qui s'éteignait un peu partout dans le métro, et ce, malgré leur position excentrée et leur éloignement des principales voies commerciales. L'administration de la station consacrait à cette question la plus grande attention. Tous les enfants apprenaient à lire et la station possédait une petite bibliothèque où finissaient la plupart des livres négociés sur les marchés. Malheureusement, les colporteurs ne pouvaient choisir les livres qu'ils achetaient. Ils prenaient ce qui était à vendre et, dans le lot, il y avait beaucoup de littérature de gare. Mais le rapport qu'entretenaient les habitants de VDNKH avec les livres était tel que jamais une page n'était arrachée, même du plus insignifiant, du moins intéressant ouvrage de la bibliothèque. Le livre était un objet sacré, le dernier souvenir d'un monde parfait sombrant sous le déluge. Et les adultes, chérissant chaque seconde de souvenir induit par la lecture, inculquaient le même rapport au livre à leurs enfants qui n'avaient rien à se rappeler, qui ne connaissaient pas et ne pourraient rien connaître du monde, excepté l'enchevêtrement infini des couloirs étroits et des tunnels obscurs. Vraiment, cette page-là
juste imaginer c'est quoi la vie dans un tunnel de métro. Il y en a qui sont nés là. Puis à quel point c'est lugubre, une vie triste. Je trouvais que c'était bien, c'était vraiment bien décrit. Je peux pas vous lire un autre passage parce que là, c'est sûr que ça va être rempli de spoil. Donc, en tout cas, si vous aimez ce genre de livre, c'est ce genre d'univers-là, post-apocalyptique, je vous le suggère fortement. C'est un excellent livre. Même les jeux vidéo, très très bon. Le prochain, c'est un livre que j'ai découvert à l'université. C'était pour un travail. C'est un livre de Jean Echenoux. Alors, j'ai oublié de le dire. Vous l'avez sûrement vu, anyway, mais bon. Donc, Métro 2033, c'était écrit par Dimitri Gloukovski. Dimitri Gloukovski. Parenthèse. Alors, le prochain livre de Jean Echenoux, c'est Des éclairs. Un livre qui m'a beaucoup surpris parce que je m'attendais pas à grand chose en fait avant de le lire. Puis c'est particulier. En fait, Jean Echenoux a fait, si je me trompe pas, là, une trilogie de livres basés sur des faits historiques, mais à la fois vraiment romancés. Donc, il change des noms, puis il change des événements aussi. Fait que c'est une trilogie à la fois historique, mais aussi complètement loufoque. Il y a vraiment des éléments qui ont aucun sens là-dedans. Donc, c'est très humoristique. Puis, au final, je me suis trouvé à apprendre beaucoup de choses avec ce livre-là. Mais en même temps, j'étais vraiment diverti. Et j'ai vraiment aimé le concept, en fait. Puis, c'est ça, donc, c'est original. Puis, je vais commencer le premier chapitre. Je sais, c'est dur de vous... c'est dur de vous faire comprendre ce que je veux dire quand je parle de loufoque parce que il faut lire le livre au complet pour comprendre des passages complètement ridicules mais drôles. Des fois c'est juste absurde ce qui se passe. Mais là je peux pas aller trop loin donc en tout cas je vais vous lire le début. Puis je pense qu'on voit quand même un peu le style d'écriture qu'il y a dans le livre. Chacun préfère savoir quand il est né, tant que c'est possible. On aime mieux être au courant de l'instant chiffré où ça démarre, où les affaires commencent avec l'air, la lumière, la perspective, les nuits et les déboires, les plaisirs et les jours. Cela permet déjà d'avoir un premier repère, une inscription, un numéro utile pour vos anniversaires. Cela donne aussi le point de départ d'une petite idée personnelle du temps dont chacun sait aussi l'importance, tel que la plupart d'entre nous acceptent de le porter en permanence sur eux. Découpé en chiffres, plus ou moins lisibles et parfois même fluorescents, fixés par un bracelet à leur poignet, le gauche plus souvent que le droit. Or, ce moment exact, Grégor ne le connaîtra jamais, qui est né entre 23h et 1h du matin, minuit pile ou un peu avant, peu après. On ne sera pas en mesure de lui dire, de sorte qu'il ignorera toute sa vie quel jour, veille ou lendemain, il aura le droit de fêter son anniversaire. De cette question du temps pourtant si partagée, il fera donc une première affaire personnelle. Mais, si l'on ne pourra l'informer de l'heure précise à laquelle il est apparu, c'est que cet événement se produit dans des conditions désordonnées. D'abord, quelques minutes avant qu'il s'extrait de sa mère et comme tout le monde s'affaire dans la grande maison,
Cris de maître, entrechocs de valets, bousculades de servantes, disputes entre sages-femmes et gémissements de la parturiente. Un orage fort violent s'est levé, précipitation granuleuse et très dense provoquant un fracas étal, feutré, chuchoté, impérieux, comme s'il voulait imposer le silence, distordu par des mouvements d'air cisaillants. Ensuite et surtout, un vent perforant de force majeure tente de renverser cette maison et n'y parvient pas, mais forçant les fenêtres écarquillées dont les vitrages explosent et les boiseries se mettent à battre, leurs rideaux envolés au plafond ou aspirés vers l'extérieur. Ils s'emparent des lieux pour en détruire le contenu et permettre à la pluie de l'inonder. Ce vent fait valser toutes les choses, bascule les meubles en soulevant les tapis, brise et dissémine les bibelots sur les cheminées, fait tournoyer au mur les crucifix, les applique, les cadres, qui voient s'inverser leur paysage et culbuter leurs portraits en pied, convertissant en balançoires les lustres sur lesquels s'éteignent aussitôt des bougies. Il souffle également toutes les lampes. La naissance de Grégor se déroule ainsi dans cette obscurité bruyante, jusqu'à ce qu'un éclair gigantesque, épais et ramifié, torve colonne d'air brûlée en forme d'arbre, de racines de cet arbre ou de serre de rapace, illumine son apparition, puis le tonnerre couvre son premier cri, pendant que la foudre incendie la forêt alentour. Tout s'y met à ce point que dans l'affolement général, on ne profite pas de la vive lueur tétanisée de l'éclair, de son plein jour instantané pour consulter l'heure exacte, même si de toute façon, nourrissant de vieux différends, les pendules ne sont plus d'accord entre elles depuis longtemps. Alors, vous voyez, c'est complètement absurde. En résumé, on a changé le nom, on dit que c'est Grégor, mais il s'agit de l'histoire, je vous l'ai dit, très romancée et aussi parfois ridiculisée, de Nikola Tesla, donc l'inventeur du courant alternatif, son parcours avec Thomas Edison. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'il y a beaucoup d'événements qui sont réels et quand on parle de certaines compagnies, donc certains événements avec Thomas Edison, ben ça s'est réellement produit. Mais il y a des choses complètement loufoques qui sont inventées mais qui sont hilarantes. Et de la façon que c'est écrit aussi, vous voyez là, c'est ridicule. Mais c'est un petit livre, vraiment, il fait 175 pages, mais ça vaut tellement la peine. Ça se lit tout seul. Je vous le conseille fortement. Le dernier livre que j'aimerais vous présenter, c'est pas lui. C'est L'Acquittement de Gaëtan Soucy. Alors, Gaëtan Soucy, un auteur québécois qui est malheureusement aujourd'hui décédé. Il a écrit, sauf erreur, 4 livres. Il me semble qu'il n'y en a seulement que 4. Et j'en ai 3 parmi ces 4-là, donc il y a L'Acquittement. Il y a L'Immaculée Conception, qui est le livre avec lequel j'ai découvert Gaëtan Soucy. Et La petite fille qui aimait trop les allumettes. Donc j'ai ces 3-là. Mais il y a aussi Music Hall, que je sais pas, puis je l'ai jamais lu. Ça pourrait être un achat intéressant prochainement. Gaëtan Soucy, un style d'écriture aussi assez particulier. Donc en fait, les phrases très bien construites, des mots recherchés, mais la particularité de ces romans, c'est que les histoires sont mélangeantes comme c'est pas possible. Et c'est voulu, en fait, il y a beaucoup d'éléments qui sont nommés dans le livre
mais qui servent à rien au final. Donc, c'est comme si, pendant que vous lisez, vous construisez un château de cartes. Ok. Et là, vous dites, ok, j'essaie de comprendre, j'essaie de comprendre. Et là, vous construisez votre petit château de cartes tranquillement pour essayer de faire un sens avec tout ce qui se dit. Puis à un moment donné, vous arrivez, puis pouf, on balaye votre château de cartes. Finalement, il n'y a plus rien qui a du sens. Et bien ça, c'est Gaëtan Souci. Mais particulièrement dans l'acquittement, il y a plein de choses qui sont dites, malgré le c'est un roman très court, là, 123 pages. Mais j'ai lu ce roman-là, puis en le finissant, je l'ai déposé, puis je comprenais rien. Mais là, on se pose plein de questions pour essayer d'assembler les pièces du puzzle, puis on se dit, voyons, qu'est-ce que j'ai manqué? Mais là, on a juste envie de le relire pour mieux comprendre, parce qu'il n'y a pas de sens. Mais il s'agit à chacun de faire sa propre interprétation du livre. Puis, un de mes professeurs avait connu Gaëtan Souci. Et puis, il avait demandé un jour, en tout cas, il y a un détail dans un livre, dans un de ses livres. Je crois que c'est dans l'acquittement d'ailleurs. Puis, il avait demandé pourquoi avoir nommé ça dans le livre. Puis, lui de lui répondre. Je crois qu'il avait dit pourquoi pas. Il n'y avait pas vraiment de raison, de sens à ça. Mais il écrivait des choses, il met des détails, mais qui servent pas nécessairement à l'histoire. Ce qui fait que parfois, ça en vient mélangeant. On essaie de faire des liens, parfois très boiteux. Un petit peu comme des éclairs, c'est difficile de vous faire comprendre un peu à quel point ce livre est loufoque, mais par l'écriture, je pense que ce passage-là va quand même vous le démontrer un petit peu. Vous allez voir un peu c'est quel genre de livre. Mais encore une fois, je vous conseille, il est vraiment très court, il se lit tout seul. Puis, au fond, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est assez unique comme roman. Louis avançait, le front baissé, les yeux rivés à la blancheur. Il n'entendait rien au-delà de son souffle qui emplissait l'espace autour de sa tête, en lui faisant revivre le dernier matin où il avait vu son père vivant. L'orphelin est un enfant qui vieillit de 50 ans d'un seul coup. Son rêve avait plongé Louis dans un état tel que la preuve qu'il était bel et bien réveillé se faisait encore attendre. Ce qui se déroulait ne l'en avait pas convaincu. Il était peut-être simplement sorti d'un rêve pour entrer dans un autre. Ce qu'il prit d'abord pour une pierre se dressa soudain à son approche, se hérissa si brusquement que Louis jeta les épaules en arrière, comme sous le recul d'un coup de carabine. Il voyait cela pour la première fois. C'était un porc-épic. Est-ce vrai que, perdus en forêt, on peut les manger crus? On lui avait déjà raconté qu'on interdisait de trapper les porcs-épics pour les réserver à l'usage des malheureux égarés. Dans les montagnes, leur peau, paraît-il, se détachait comme celle d'une banane. Vrai ou non, cette histoire l'avait marqué. Et pour cette raison même, il y avait ajouté foi. Sur tout ce qui ne touchait pas à l'essentiel, on pouvait le charrier comme on voulait. Il ne cherchait pas à s'en corriger. Il jugeait cela sans importance. Il se tenait pour bien assez de niaiser quant à Dieu, quant au travail du temps, quant à la mort. La pensée de manger cru un animal le préoccupa durant une centaine de mètres. Il avait de la neige jusqu'aux mollets qui s'infiltrait dans ses bottines. Il éprouvait à l'intérieur du torse une mauvaise pesanteur. Sur la page blanche, il n'apercevait que son ombre trapue et celle de son chapeau pareil à une demi-pause sur une portée de musique. Le chauffeur le suivait toujours,
à égale distance, comme il s'agissait de respecter un rang. Ils atteignirent bientôt la voie ferrée. Ils aperçurent à flanc de colline les lumières de la gare. Elles paraissaient briller plus intensément à mesure qu'on s'en approchait. C'était l'effet du jour déclinant, presque mort déjà. Quelques chalets allumaient les lueurs si pâles qu'elles disparaissaient si le regard cherchait à les fixer comme les taches lumineuses quand on a les paupières closes. En tout cas, vous voyez un peu là, le bout du porc épic. Complètement absurde. Puis ça sert absolument à rien. C'est juste lui qui pense à ça. Puis au final, ça apporte rien de spécial au récit. Si ce n'est que c'est complètement fuck. Puis là, j'étais en train de lire ça, puis ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais je pensais à d'autres choses qui arrivent plus loin, puis vraiment, c'est un drôle de livre. Mais je vous conseille quand même de le lire. Et sinon, si vous avez pas trop le cœur fragile, ben, l'Immaculée Conception, qui est très particulier aussi, mais que lui, par contre, finit par tout s'emboîter. L'histoire fait beaucoup plus de sens. Mais c'est dur quand même. C'est un peu tordu comme livre. Puis au final, on termine, on fait comme... Qu'est-ce que je viens de lire en fait? Même si l'histoire a du sens, mais en tout cas, c'est dur à expliquer comme sentiment. Mais je vous suggère au moins d'en lire un de ces livres, vous allez comprendre. Donc, Gaëtan Soucy, un auteur québécois. J'espère que vous avez aimé cette petite piqûre lecture, comme on dit. Vous me direz ce que vous avez pensé en commentaire. Si vous avez déjà lu aussi un des livres que j'ai présentés. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine.